Hannah Arendt, la crise de l'éducation. Mais nous ne nous soucions pas ici du conflit entre l'individu et la société, bien qu'il ne soit pas sans importance de remarquer que le dernier individu à demeurer dans une société de masse semble être l'artiste. Notre affaire est la culture, ou plutôt ce qui arrive à la culture soumise aux conditions différentes de la société et de la société de masse. Aussi, notre intérêt pour l'artiste n'est-il pas tant axé sur son individualisme subjectif que sur ce fait qu'il est, après tout, le producteur authentique des objets que chaque civilisation laisse derrière elle, comme la quintessence et le témoignage durable de l'esprit qui l'anime. Que précisément, les producteurs des objets culturels les plus élevés, à savoir des œuvres d'art, aient dû se tourner contre la société. Que tout le développement de l'art moderne, qui avec le développement scientifique restera probablement le plus grand accomplissement de notre époque, ait eu pour point de départ cette hostilité envers la société et y reste livré, démontre l'existence d'un antagonisme entre la société et la culture antérieure à l'apparition de la société de masse. L'accusation que l'artiste, à la différence du révolutionnaire politique, a portée contre la société s'est résumée très tôt, au tournant du XVIIIe siècle, en ce seul mot qui a été depuis répété et réinterprété génération après génération. Ce mot est philistinisme. Son origine, un peu plus ancienne que son emploi précis, est de peu d'importance. On le trouve pour la première fois dans l'argot des étudiants allemands pour faire la distinction entre les bourgeois et eux. Mais la réminiscence biblique indiquait déjà un ennemi supérieur en nombre entre les mains duquel on peut tomber. Utilisé pour la première fois comme concept par l'écrivain allemand Clemens von Brentano, je crois, qui écrivit une satire, il désigne un état d'esprit qui juge de tout en termes d'utilité immédiate et de valeur matérielle, et n'a donc pas Dieu pour les objets et des occupations aussi inutiles que se relevant de la nature et de l'art. Tout cela sonne bien familier aujourd'hui encore, et il n'est pas sans intérêt de remarquer que même des termes d'argot aussi courants que rustre se trouvent déjà dans le pamphlet de Brentano. Si les choses en étaient restées là, et si le principal reproche fait à la société était demeuré son absence de culture et d'intérêt pour l'art, le phénomène dont nous nous occupons serait considérablement moins compliqué qu'il ne l'est en fait. Du même coup, il serait parfaitement compréhensible que l'art moderne se soit rebellé contre la culture au lieu de combattre simplement et ouvertement pour ses propres intérêts culturels. Le point, c'est que cette sorte de philistinisme, qui consiste simplement à être inculte et ordinaire, a été très rapidement suivi d'une évolution différente dans laquelle, au contraire, la société commença à n'être que trop intéressée par toutes les prétendues valeurs culturelles. La société se mit à monopoliser la culture pour ses fins propres, telles la position sociale et la qualité. Ce, en rapport étroit avec la position socialement inférieure des classes moyennes en Europe, qui se trouvèrent, dès qu'elles possédèrent la richesse et le loisir nécessaires, en lutte serrée contre l'aristocratie et son mépris de la vulgarité des simples faiseurs d'argent. Dans cette lutte pour une position sociale, la culture commença à jouer un rôle considérable, celui d'une des armes, sinon la mieux adaptée, pour parvenir socialement et s'éduquer en sortant des régions inférieures où le supposa le réel situé, jusqu'aux régions plus élevées de l'irréel, où la beauté et l'esprit étaient, supposait-on, chez eux. Cette fuite, loin de la réalité par les moyens de l'art et de la culture, est importante, non seulement parce qu'elle donne à la physionomie du Philistin, cultivé ou éduqué, ses traits les plus caractéristiques, mais parce que ce fut probablement le facteur décisif dans la révolte des artistes contre leur nouveau patron.
Ils flairèrent le danger d'être expulsés de la réalité dans une sphère de conversation raffinée, où ce qu'ils feraient perdrait toute signification. C'était un honneur plus douteux que d'être reconnu d'une société devenue si polie que, par exemple, pendant la famine de la pomme de terre en Irlande, elle ne se serait pas abaissée, pour ne pas risquer d'être associée à une réalité si déplaisante, à faire un usage normal du mot. Elle renvoyait désormais à ce légume si souvent consommé par l'expression « cette racine ». L'anecdote contient en miniature la définition du Philistin cultivé. Sans nul doute, ce qui est en jeu ici est bien autre chose que la condition psychologique des artistes. Il s'agit du statut objectif du monde culturel qui, pour autant qu'il contient des choses tangibles, livres et tableaux, statues, constructions, musique, englobe, pour en rendre témoignage, le passé tout entier remémoré des pays, des nations, et finalement du genre humain. À ce compte, le seul critère authentique qui ne dépende pas de la société pour juger ces choses spécifiquement culturelles est leur permanence relative, et même leur éventuelle immortalité. Seul ce qui dure à travers les siècles peut finalement revendiquer d'être un objet culturel, sitôt que les ouvrages immortels du passé devinrent objets du raffinement social et individuel, avec position sociale correspondante, ils perdirent leur plus importante et leur plus fondamentale qualité, ravir et émouvoir le lecteur ou le spectateur par-delà les siècles. Le mot même de culture est devenu suspect justement parce qu'il désigna cette quête de la perfection qui, pour Matthew Arnold, n'était autre que la quête de la douceur et de la lumière. On fait des grandes œuvres d'art un usage tout aussi déplacé quand elles servent les fins de l'éducation ou de la perfection personnelle que lorsqu'elles servent quelque autre fin que ce soit. Ce peut être aussi utile, aussi légitime, de regarder un tableau en vue de parfaire sa connaissance d'une période donnée, qu'il est utile et légitime d'utiliser une peinture pour boucher un trou dans un mur. Dans les deux cas, on utilise l'objet d'art à des fins secondes. Tout va bien, tant qu'on demeure averti que ces utilisations, légitimes ou non, ne constituent pas la relation appropriée avec l'art. L'ennui, avec le Philistin cultivé, n'est pas qu'il lisait les classiques, mais qu'il le faisait pousser par le motif second de perfection personnelle, sans être conscient le moins du monde que Shakespeare ou Platon pourraient avoir à lui dire des choses d'une autre importance que comment s'éduquer lui-même. L'ennui, c'est qu'il s'enfuyait dans une région de poésie pure pour maintenir la réalité hors de sa vie. Ainsi, une chose aussi prosaïque que la famine due à la pénurie de pommes de terre, ou pour la regarder à travers un voile de douceur et de lumière. Nous connaissons tous la production assez artistique, assez déplorable qui inspira cette façon de voir et dont elle se nourrit. En bref, le kitsch du XIXe siècle, son manque, historiquement si significatif, du sens de la forme et du style, est étroitement lié à la séparation des arts d'avec la réalité. La stupéfiante renaissance des arts créateurs à notre siècle, et une peut-être moins apparente, mais non moins réelle renaissance de la grandeur du passé, commença de s'affirmer lorsque la bonne société eut perdu son monopole de l'emprise sur la culture, ainsi que sa position dominante dans la population comme totalité. Ce qui se produisit avant, et jusqu'à un certain point se poursuivit bien sûr après la première apparition de l'art moderne, fut en fait une désintégration de la culture dont les durables moments étaient les structures néoclassiques, néogothiques et néo-renaissance qui parsemaient l'Europe. Dans cette désintégration, la culture, plus encore que les autres réalités, est devenue ce qu'alors seulement on se mit à nommer valeur, c'est-à-dire marchandise sociale qu'on peut faire circuler et réaliser en échange de toutes sortes d'autres valeurs sociales et individuelles. Peut-être la différence fondamentale entre société et société de masse est telle que la société veut la culture, évalue et dévalue les choses culturelles comme des marchandises sociales, en use et abuse pour ses propres fins égoïstes, mais ne les consomme pas. Même sous leur forme la plus éculée, ces choses demeurent choses et conservent un certain caractère d'objectivité.
Elles se désintègrent jusqu'à ressembler à un tas de pierres, mais ne disparaissent pas. La société de masse, au contraire, ne veut pas la culture, mais les loisirs. Et les articles offerts par l'industrie des loisirs sont bel et bien consommés par la société comme tous les autres objets de consommation. Les produits nécessaires aux loisirs servent le processus vital de la société, même s'ils ne sont peut-être pas aussi nécessaires à sa vie que le pain et la viande. Ils servent, comme on dit, à passer le temps. Et ce temps disponible n'est pas, à proprement parler, le temps du loisir, c'est-à-dire le temps où nous sommes libres de tout souci et activité nécessitée par le processus vital, et par là, libres pour le monde et sa culture. C'est bien plutôt le temps restant, biologique par nature, et qui reste une fois que le travail et le sommeil ont reçu leur dû. Le temps libre que les loisirs sont supposés remplir est un hiatus dans le cycle biologiquement conditionné du travail, dans le métabolisme de l'homme avec la nature, comme dit Marx. Avec les conditions de vie modernes, ce hiatus s'accroît constamment. Il y a de plus en plus de temps libéré à remplir avec les loisirs, mais ce gigantesque accroissement du temps libre ne change pas la nature du temps. Les loisirs, tout comme le travail et le sommeil, font irrévocablement partie du processus biologique de la vie. Et la vie biologique est toujours, au travail ou au repos, engagée dans la consommation ou dans la réceptivité passive à la distraction, un métabolisme qui se nourrit des choses en les dévorant. Les biens de consommation qu'offre l'industrie des loisirs ne sont pas des choses, des objets culturels, dont l'excellence se mesurerait à leur capacité à résister au processus vital et à devenir des composantes permanentes du monde, et on ne doit pas les juger d'après ces critères. Ce ne sont pas davantage des valeurs qui existent pour être utilisées et échangées. Ce sont des biens de consommation, destinés à être usés jusqu'à épuisement, juste comme n'importe quel autre bien de consommation.